Merci Philippe Houllier de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Deux-Sèvres, membre du groupe Les Républicains, président de la Commission des affaires sociales ici au Sénat. On va longuement parler du budget de la Sécu, dont vous avez débuté l'examen hier. Mais d'abord, l'actualité, c'est cette marche contre l'antisémitisme à laquelle vous avez participé dimanche. Gérard Larcher qui souhaite que la marche se transforme désormais en démarche. Quelle démarche il faut selon vous ? Je crois que c'est avant tout un débat et un dialogue qu'on doit instaurer sur tout le territoire national pour sensibiliser nos concitoyens, sensibiliser à tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de la société. Et puis en même temps, c'est un regard particulier des forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser ceux qui aujourd'hui se sentent en difficulté sur notre territoire national. Voilà. Et je crois une prise de conscience collective que voilà, ça nous rappelle des pans de notre histoire et donc il faut qu'on mette tous les moyens pour combattre cette situation. Cette marche, le succès de cette marche, il y a eu quasiment 200 000 personnes qui ont marché dimanche. C'est l'illustration d'une prise de conscience collective pour vous ? Oui, je le pense. Je crois qu'on avait finalement toutes les sensibilités politiques globalement qui étaient présentes. On avait des acteurs de la vie publique, on avait un certain nombre de personnalités, et puis des inconnus qui se sont mobilisés. Donc cette marche qui a été quand même assez improvisée, mais d'ailleurs je salue l'initiative de nos deux présidents d'Assemblée, finalement a été une réussite. Le tout maintenant, c'est que ça ne s'arrête pas simplement à un événement. Dimanche dernier, c'est comment, eh bien, au quotidien et dans tous les départements, rappelons que dans tous les départements, ce type d'initiative a été organisé. Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens ? Il y avait un absent, notamment, c'était le président de la République. Elle est regrettable, cette absence, pour vous ? Elle est regrettable. Après, il a ses raisons. Voilà, je crois que je veux pas rentrer dans la polémique. Il a porté un message qui est parfois un peu ambigu. Bon, globalement, on voit bien qu'il y a quand même une mobilisation de tous les acteurs, y compris des membres du gouvernement. Éric Ciotti dit que c'est une faute, vous dites pas la même chose. Bon, je me prends peut-être un terme moins fort, mais en tous les cas, sa non-présence a été remarquée. L'actualité au Sénat cet après-midi, il y a le budget de la Sécu, mais il y a aussi le vote du projet de loi immigration qui aura lieu dans une version durcie par le Sénat, qualifiée, je cite, d'indigne et truffée de préjugés racistes par les parlementaires de gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je crois qu'ils sont sur leur ligne politique. Nous, la ligne, celle du Sénat, elle était connue. On sait qu'aujourd'hui, on a une vraie volonté de répondre à une attente forte des Français, qui est comment est-ce qu'on limite l'immigration irrégulière. Et donc, à partir de là, on a eu un outil juridique, législatif, qui nous permet de finalement mettre nos marqueurs, des marqueurs qui sont connus, reconnus. Voilà, donc je crois que je comprends la réaction de la gauche, c'est pas dans sa culture, mais on voit le résultat aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc je crois que le Sénat et que la droite parlementaire a pris ses responsabilités sur un texte pas facile à porter, mais quelque part nous avons joué notre rôle de législateur. Parmi les mesures qui vont être votées par le Sénat, on l'a vu dans le sujet de Jérôme, il y a la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est remplacée par une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire un panier de soins réduit. Plus de 3500 professionnels de santé ont signé une déclaration de désobéissance dans laquelle ils s'engagent à continuer de soigner gratuitement les patients sans papier selon leurs besoins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette réaction, on peut l'entendre vis-à-vis de professionnels de santé. Mais en même temps, c'est avant tout des militants qui s'impliquent. Moi, d'ailleurs, je connais un des signataires qui est d'abord contre le texte de loi avant d'évoquer le sujet de l'AME. Et ça, c'est important de le rappeler. Et ça correspond à moins de 1% des professionnels. Je comprends parce que si on est uniquement sur la question de dire est-ce qu'aujourd'hui vous allez soigner ou pas quelqu'un, je comprends qu'un professionnel dise moi j'ai un serment, je dois le faire. Faut être clair, l'AMU aujourd'hui ce n'est pas la fin des soins. Il y a un panier de soins qui est peut-être limité, mais on gère les urgences, on gère la prévention. Notamment j'ai entendu des remarques sur le problème de risque au regard de la vaccination. Je crois qu'aujourd'hui il y a une responsabilité qui est prise. Moi lorsque je lis le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, je vois clairement écrit que l'accès aux soins crée aujourd'hui un appel d'air pour une certaine catégorie de personnes qui sont en situation régulière. C'est écrit, on le voit bien, notamment sur les soins les plus onéreux ou tout ce qui est la partie innovation. Donc il faut trouver un juste équilibre. On doit prendre en considération la santé des personnes en situation régulière et en même temps, il faut avoir cette liste de mesures pour limiter. Rappelons quand même que c'est uniquement le débat du remboursement. Un professionnel de santé peut, parce que j'ai lu un peu partout qu'on ne soignerait pas les gens. Non, le débat c'est la prise en charge. Alors entre l'urgence et la notion en même temps de prévention, je crois qu'on a quand même une vraie possibilité d'intervenir. Pour vous, c'est une ligne rouge ou ça peut faire partie d'un compromis entre députés et sénateurs, un point sur lequel vous pourriez céder ? Alors pour moi, c'est pas forcément une ligne rouge. C'est un point important. D'ailleurs, au Sénat, on est fidèle. Tous les ans et encore cette année, nous votons la mise en place de l'AMU. Voilà. Donc pour moi, c'est pas forcément une ligne rouge, mais ça fait partie, à mon avis, des points importants. Et donc on verra la négociation sur lequel il faut à un moment donné qu'on ait une position ferme, ça a très bien été dit dans le reportage.
partage. Oui, et on a entendu Bruno Retailleau dire que si l'Assemblée détricotait le texte du Sénat, il appelait les députés LR à déposer une motion de censure et à la voter. Est-ce que vous êtes vraiment en capacité, les LR, de faire tomber le gouvernement ? Je crois que, d'abord, on est avant tout dans un bras de fer pour montrer l'importance pour le groupe LR de ce texte de loi et quelque part l'importance pour les Français, pour l'avenir de notre territoire national. Après, les jeux politiques, je pense que s'il y a toute l'alliance des oppositions, le gouvernement tombe. Voilà. Alors, Sauf que la gauche ne veut pas voter avec vous. Voilà, nous verrons parce que donc ils veulent voter avec nous quand ça les arrange. Voilà, donc attendons de voir. Mais je crois que surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un débat de responsabilité sur un texte qui est pas facile, politiquement, qui est pas facile sur le terrain. Il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer. Et je crois que là, la droite et LR prend ses responsabilités. On va parler de l'autre actu au Sénat cet après-midi, c'est la suite du budget de la sécurité sociale. Vous avez commencé l'examen hier après-midi. On va faire le point avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Philippe. Oui. Bonjour. Et Quentin, le Sénat s'est donc emparé hier du budget de la sécurité sociale dans un contexte politique particulier. Oui, ça signe le début du marathon budgétaire comme chaque automne au Parlement. C'est effectivement le budget de la santé des Français qui est examiné en premier. Et ce projet de loi, qui a effectivement été adopté par 49-3 à l'Assemblée nationale, cela signifie concrètement que c'est la copie du gouvernement que vous avez reçue et que le gouvernement a sans doute recours à nouveau à ce 49-3 à la fin de la procédure parlementaire. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose pour les sénateurs parce que le débat va avoir lieu dans son intégralité ici à la Chambre haute du Parlement. Il n'y a pas de 49-3 ici au Sénat. Mais cela signifie aussi que le gouvernement pourrait conserver à la fin ce qu'il souhaite dans la copie du texte. Comment est-ce que vous appréhendez tout d'abord ce contexte de l'examen du PLFSS ? Alors vous l'avez très bien dit, finalement le seul espace de débat, de dialogue, il va se dérouler au Sénat. Donc on a une responsabilité pour porter un certain nombre de messages, d'orientation, et donc dans cette discussion avec le gouvernement. Après, c'est le 49-3, donc c'est vrai que le gouvernement peut trancher et garder sa copie, mais c'était déjà un peu le cas lorsqu'il était majoritaire à l'Assemblée nationale. Il pouvait conserver sa copie. Ce que je constate avec un peu d'expérience depuis 9 ans, c'est que à chaque fois que nous débattons, à chaque fois que nous faisons un certain nombre de propositions, eh bien il reste un certain nombre d'éléments dans le texte final, parce que au-delà de la dimension politique, et peut-être chiffres, on en parlera, c'est aussi parfois un peu de bon sens dans la pratique, et donc on arrive à avoir un certain nombre d'avancées, même si c'est avant tout pour nous des marqueurs, notamment sur l'équilibre des comptes sociaux. Mais quel message, du coup, quel message politique vous voulez faire passer ? Et est-ce que vous pouvez faire autre chose que passer un message politique ? Alors déjà, le message politique, c'est important. Après, dans le détail, on peut passer d'autres éléments. Je crois que le message politique a été très clair hier, on l'a vu au moment de la discussion générale. Aujourd'hui, on est surtout, nous, inquiets de la façon, de la méthode utilisée par le gouvernement. Le gouvernement donc, nous annonce un déficit important, plus de 11 milliards pour cette année. On vient de 8,8 milliards, et avec une tendance jusqu'en 2027 pour arriver jusqu'à 17,5 milliards. Ouais. C'est-à-dire que globalement, il inscrit dans la loi le principe général de dire, eh bien, la sécurité sociale va être en difficulté dans la durée. Donc ça, c'est un message sur lequel on souhaite réagir naturellement. Vous nous faites une très belle transition. Eh bien oui, puisque le gouvernement a présenté les tendances pour le budget de la Sécu, et ces tendances sont inquiétantes selon les sénateurs. Voilà, ce qu'on appelle communément le trou de la Sécu, il se creuse. Le déficit est estimé à 8,8 milliards d'euros en 2023, mais aussi à 11,2 milliards en 2024, 17,5 milliards d'euros en 2025. Alors dans ce contexte, le gouvernement, lui, il se félicite tout de même de réaliser 3,5 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de l'assurance maladie. Écoutez, le ministre des Comptes publics, c'était donc hier lors de la discussion générale qui a ouvert l'examen de ce texte. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la question financière, car nous risquerions d'hypothéquer notre capacité à faire face aux crises de demain. Si nous avons réussi à mettre en œuvre le « quoi qu'il en coûte » et à protéger les Français face à la crise sanitaire, c'est parce que nous avions des marges de manœuvre suffisantes. Il faut les retrouver. Mais pour les sénateurs, les prévisions de recettes du gouvernement seraient en plus surestimées. Cela est inquiétant. Écoutez la rapporteure générale du budget, Elisabeth Doineau, hier en séance. Il y a là comme un aveu d'impuissance, l'idée assumée que l'on transmet aux générations futures la dette sociale. Schématiquement, la branche maladie, actuellement déficitaire d'environ 10 milliards d'euros, le resterait jusqu'en 2027.
Alors que dire de cette trajectoire? Philippe Mouiller, on a vu les chiffres, sont-ils inquiétants? Ils sont inquiétants et au-delà des chiffres, on constate finalement que PLFSS après PLFSS, on consacre plus de moyens financiers à la santé des Français, alors qu'avec un trou de la Sécu qui augmente, alors que l'accès aux soins, la qualité des soins est en diminution et que les professionnels de santé sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc vous voyez les principes, on met plus de moyens pour un résultat qui est moins bon dans la durée. Et donc aujourd'hui, on alerte en se disant on ne peut pas continuer parce que finalement on est dans une spirale. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le gouvernement inscrit dans la loi le principe de dire, eh bien finalement, la dette perpétuelle pour nos enfants, on en considère comme étant un principe de gestion. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Donc c'est le message qu'on va porter. Et d'ailleurs, la question, c'est comment est-ce qu'on ferait d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de propositions que nous serons amenés à... On va y venir, mais comment vous l'expliquez? Qu'on mette plus d'argent et qu'il y ait moins de soins? Parce qu'on change, on réforme rien. C'est structurellement qu'il faut réformer. Bien sûr. Vous avez un gouvernement qui aujourd'hui ne porte aucun texte de loi structurant sur la santé ou la dépendance. Simplement, on vote des propositions de loi, des PPL, c'est-à-dire que le gouvernement n'assume même pas cette responsabilité, on vote des PPL où on fait des mesures, des unités de mesures, sans prendre en compte une vision globale. S'il n'y a pas de réforme, nous continuerons ce principe-là d'argent supplémentaire pour un résultat attendu moins bon. Alors justement, Quentin, comment le texte va évoluer dans les prochains jours? Alors, les sénateurs, on va voir quelques-unes de vos propositions qui vont être examinées en séance. Vous voulez déjà le report de la réforme de la tarification à l'activité, c'est ce qu'on appelle communément la T2A. Vous voulez ça en 2028 après une expérimentation. Autre mesure, la consultation du Parlement en cas d'augmentation des franchises médicales parce que c'est de l'ordre du réglementaire. Le gouvernement pourrait donc prendre la décision seul. Vous voulez qu'il y ait d'abord un débat au Parlement si ces franchises médicales devaient bouger. Et on voit une autre proposition, une taxe lapin. Si vous ne vous présentez pas à un rendez-vous médical, eh bien dans ces cas-là, vous aurez quelque chose à payer. Autre modification, on continue, qui devrait avoir lieu en séance. Les sénateurs ne veulent pas de la vente de médicaments à l'unité. Quant aux médicaments à base de cannabis, vous demandez l'avis de la Haute Autorité de Santé avant de le permettre. Pourquoi être aussi prudent sur le premier point que j'évoquais, la réforme de la tarification à l'acte? Pour la gauche, c'est une des seules avancées dans ce projet de loi. Alors, on est plutôt favorable à cette modification de la tarification. Mais de nouveau, on a un problème de méthode. On change les règles de tarification et de financement des établissements de santé sans avoir revu l'organisation. Ça veut dire qu'on est en train de dire quoi? On veut plutôt une expérimentation pendant 3 ans, de façon à ce que le gouvernement puisse réellement avoir une application adaptée aux besoins des établissements avant la généralisation. Et donc voilà, donc c'est quelque part une bonne idée que l'on soutient. D'ailleurs, dans nos rapports, nous avons évoqué le besoin de compléter avec des dotations. Mais de nouveau, on a un problème de méthode. Alors, c'est vrai pour la T2A, mais c'est vrai également pour un certain nombre d'expérimentations qui sont proposées, notamment dans les relations avec les départements, pour lesquels nous souhaitons qu'il y ait avant tout une phase d'essai. C'est la fusion des sections soins et dépendance pour les EHPAD. Voilà. Donc, on est de nouveau sur le problème de la méthode. C'est-à-dire que le ministre même nous explique en commission que cette méthode n'est pas complètement aboutie, qu'en matière budgétaire, on fonctionnera en enveloppe constante. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase d'essai. Donc on considère que la prudence et la sagesse, c'est l'essai soit porté par une expérimentation avant une généralisation. Sur la question des franchises médicales, c'est ce qui reste à l'assurer quand il achète un médicament ou quand il va chez le médecin. Le gouvernement, un temps, avait envisagé de les augmenter. Aujourd'hui, c'est plus flou. On ne sait pas vraiment. Le gouvernement n'a pas tranché. Est-ce que pour vous, il faut les augmenter? Alors moi, j'y suis plutôt favorable sur la responsabilité globalement des patients. Mais voyez de nouveau, le gouvernement nous fait une annonce en disant la franchise médicale avec une recette attendue entre 800 et 900 millions d'euros. Ça disparaît au moment du PLFSS. Par contre, dans les prévisions d'économie de 3,5 milliards, c'est toujours présent. Donc ce n'est plus dans le texte, mais c'est dans les chiffres. Donc en échange de quoi, on dit à un moment donné, il y a un problème de sérieux, il y a un problème de sincérité, d'où l'amendement qui demande au gouvernement de revenir devant les commissions des affaires sociales de façon à débattre de ce point-là. Toujours un débat de transparence et de méthode.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous allez rejeter l'Ondam, qui est l'objectif des dépenses, notamment en milieu hospitalier? Vous pouvez nous expliquer, vous allez rejeter cette partie du texte? Très simplement, pourquoi? Parce que, de nouveau, comme l'année dernière, on constate deux choses. Un, l'Ondam, aujourd'hui, et les dépenses de l'Ondam sont sous-estimées. D'ailleurs, la preuve, on est en train de discuter du budget pendant que les négociations conventionnelles avec les médecins vont s'ouvrir avec une traduction budgétaire. Donc on voit bien qu'en matière de dépenses, l'Ondam aujourd'hui est insincère et en plus il est insuffisant dans certaines parties, donc notamment de l'organisation de la santé. Pendant ce temps-là, c'était très bien dit dans le rapportage, les recettes attendues nous semblent aussi également surestimées. Donc on sait, avant même que voter l'Ondam, que l'Ondam est un Ondam qui sera trompé, c'est un Ondam qui ne correspond pas à la réalité. Donc notre responsabilité est clairement aujourd'hui de dire à un moment donné, de nouveau, il faut mettre les vrais chiffres sur la table et organiser autrement la gestion de la santé finalement. Il y a un autre point qui reste un peu flou de la part du gouvernement, c'est la ponction de l'Agirc-Arrco qui avait été un temps envisagée. Là aussi, c'est le régime de retraite du privé. Ponction pour financer le régime de retraite général. Que doit faire le gouvernement là-dessus? Alors, clairement, il doit nous écouter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on est respectueux du paritarisme. Donc on souhaite que cette possibilité soit à la main finalement des partenaires sociaux, de soutien ou non. Qui gèrent les caisses. Exactement, qui gèrent les caisses, à la fois pour Agirc-Arrco mais également pour l'UNIDIC. Voilà, donc à un moment donné, le gouvernement ne peut pas venir faire les poches des caisses, ceux qui ont su bien gérer finalement les retraites. Et donc c'est avant tout un dialogue, c'est le respect du paritarisme. J'ai une dernière question très rapide, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il manque une grande loi santé, non? Visiblement, le gouvernement, à chaque fois que vous faites des propositions, vous dit il faut qu'on ait ce débat-là lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et là, vous dites que vous avez les mains liées par ce texte et qu'il manque une grande loi santé dans ce pays. Complètement, il manque une grande loi de santé, il manque une grande loi de dépendance. C'est finalement on devrait débuter par ça. Et ensuite, on le traduirait dans le PLFSS. Mais de nouveau, retenez le principe, sans une grande loi de santé, on met plus d'argent pour une qualité des soins qui est en diminution, un accès aux soins qui est plus compliqué et des professionnels de santé qui sont en souffrance. Je crois que le constat est plutôt alarmant. Justement, sur la question de l'accès aux soins, il y a des médecins qui, face à la non-hausse du tarif des consultations, se déconventionnent. C'est-à-dire que les patients ne sont plus remboursés lorsqu'ils les consultent. Est-ce que vous êtes contre ce déconventionnement ou est-ce que vous comprenez les médecins qui voient leurs tarifs qui n'augmentent pas depuis des années? Alors, je le regrette. Mais je le comprends. Et je pense que ce n'est pas qu'un problème de tarif. Le tarif est un enjeu important, on le voit bien, mais c'est aussi un enjeu de relation avec l'administration. Aujourd'hui, beaucoup de médecins souffrent finalement d'une bureaucratisation de leur métier, de contrôle permanent, et puis en même temps, ils sont souvent seuls sur les territoires, et donc ils sont eux-mêmes en souffrance, je dirais, dans leur activité professionnelle. Donc c'est un ensemble d'éléments sur lesquels il faut être conscient, et donc les conventions qui s'ouvrent devront tenir compte de ces éléments-là. Quentin, une question, parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'étude des maires ruraux oui. dont on va parler tout à l'heure, et qui montre qu'il y a une fracture territoriale. Effectivement, on va en parler dans le club des territoires tout à l'heure, mais c'est une étude qui a été publiée hier par l'association des villes effectivement rurales. On voit que l'accès au milieu hospitalier est bien différent en milieu rural qu'en milieu urbain. On pouvait s'en douter, mais c'est démontré. La distance en fait, géographique fait que les Français en milieu rural sont moins bien soignés, avec des conséquences importantes pour leur santé. Qu'est-ce que cette étude vous a inspiré? Je crois qu'elle n'y a que confirmer ce que nous imaginions, et puis d'autres études, avec un impact d'ailleurs aussi sur l'espérance de vie, clairement. Oui, 2 ans voilà. pour un homme à partir qui vit en de milieu là, rural, il perd 2 ans d'espérance de vie. C'est encore une traduction de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que sans réforme structurelle qui part de la formation, de l'organisation, de l'installation, eh bien nous continuerons dans ce système à deux vitesses territoriales, géographiques, deux vitesses au niveau social. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a une urgence pour laquelle l'expression des maires ruraux est importante, ouais. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, la France fonctionne à deux vitesses. On est aujourd'hui dans une médecine à deux vitesses, clairement? Oui, je pense, avec d'un côté une financiarisation, des accès beaucoup plus difficiles, et qu'on voit bien que cette pente n'est pas bonne, et donc il faut réagir. Il y a vraiment urgence d'une réaction du gouvernement. C'est vraiment le message qu'on souhaite porter au moment de ce PLFSS. C'est pas qu'un enjeu financier, mais de toute façon, on ne réglera rien par l'argent si on ne réorganise pas les choses.
Merci Quentin, à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on va reparler effectivement de cette étude sur l'accès aux soins en milieu rural. Ce sera évidemment à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans nos régions. On va aller du côté de la Corse, d'Ajaccio. Bonjour Henri Mariani, merci beaucoup d'être avec nous, directeur délégué de Corse Matin. Et hier, Corse Matin a publié une enquête à la fois passionnante et surprenante sur le recours à l'IVG sur l'île. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, on est parti en fait du discours du chef de l'État devant le Conseil constitutionnel début octobre qui demandait aux parlementaires de hâter un peu le pas afin d'inscrire l'IVG dans la Constitution. On est allé un peu à la pêche aux infos. C'est Laetitia Giannettini qui s'est emparée de ce sujet pour voir un peu quels étaient les chiffres de l'IVG en Corse, si on était au-dessus de la moyenne nationale, dans la moyenne, en dessous. Et les chiffres sont assez surprenants. On a appris, et en lisant Corse Matin, vous l'avez peut-être appris vous aussi, qu'il y avait en gros entre 1000 et 1200 IVG en Corse par an. Alors, ramené à une population de 300 000 habitants, c'est peu. Mais si on fait le ratio, ça fait à peu près un taux de 17,5 IVG par an pour 1000 femmes. Et la moyenne nationale est à 15. Donc, vous voyez qu'on est quand même 2 points et demi, presque 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Et c'est ce que dit un peu cet article, cette enquête, et qui décrypte un peu les mécanismes de ces chiffres. Et Henri, vous avez une question pour le sénateur Philippe Mouillet. Oui, monsieur le sénateur, je faisais référence au discours du chef de l'État devant le Conseil constitutionnel qui demande aux parlementaires de se dépêcher un peu afin d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Pourquoi faut-il sanctuariser l'IVG dans la Constitution ? Est-ce que c'est une façon de se prémunir de l'arrivée de certains partis politiques au pouvoir qui contestent l'IVG, qui sont contre, qui sont opposés ? Moi, je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui une urgence. D'ailleurs, on le voit, le nombre d'IVG en France est en augmentation, en Corse particulièrement, mais globalement, ça fonctionne plutôt bien et l'accès s'améliore, même si c'est parfois compliqué. Voilà. À partir de là, si le texte vient au Sénat, moi, je ferai partie de ceux qui le voteront sur la constitutionnalisation de l'IVG. Je vous dis, aujourd'hui, la Constitution, logiquement, il faut quand même être dans une intervention plutôt limitée. Voilà. Je crois que le vrai sujet, pour moi, c'est beaucoup plus les conditions d'accès à l'IVG, c'est beaucoup plus la capacité d'accompagnement des femmes dans ce type d'intervention qui a aussi un impact et physique et psychologique que le débat de la constitutionnalisation. Si le débat vient au Sénat, je vous dis, je le voterai. Ouais, vous le voterez. Mais c'est peut-être pas le cas de l'ensemble de votre groupe. C'est même sûrement pas le cas de l'ensemble de votre groupe. Est-ce que ça va fortement vous diviser ? Non, enfin, je pense que... Je ne sais pas si ça va vraiment nous diviser, parce que d'une façon générale, la très grande majorité des membres de mon groupe sont favorables à l'IVG. Je crois qu'il n'y a même pas de débat. Le vrai question... Mais ils sont moins favorables à son inscription. Et la question, c'est est-ce qu'on le met dans la Constitution ? Bon, voilà. Bon, à partir de là, si ça doit protéger, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Si globalement, ça doit rassurer, si ça doit être un message politique fort, on l'accompagnera. Mais je suis très prudent. Et dans cette maison qui connaît bien finalement le fonctionnement des lois de la République, on est toujours très prudent dans la modification des constitutions. Henri ? Ça dit quand même un certain nombre de choses. Quand on regarde les chiffres corse, on se rend compte, et quand on interroge les médecins, les praticiens, on se rend compte surtout que l'IVG, elle est pratiquée par des jeunes femmes parce qu'elles ont peur de l'avenir, pas de travail, les conséquences économiques, l'inflation. C'est ce qui ressort dans l'article que l'on a publié dans Corse Matin. Et en fait, c'est un phénomène de société qui vient un peu percuter la situation économique et la peur de l'avenir. C'est un peu ça, non, monsieur le sénateur, quand même ? Oui, j'entends tout à fait. C'est ce que disent ces chiffres. Ouais, mais ça renvoie aussi à un vrai sujet que nous devons porter, notamment au moment du budget, c'est le débat de notre politique en matière de la natalité. C'est un point important, c'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, la traduction face à l'inquiétude d'un certain nombre de femmes avec l'action pour les VG, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on ne répond pas au niveau national aux préoccupations, comment on accompagne les couples pour le premier enfant, comment on intervient auprès des parents isolés, comment... Voilà, on a aussi clairement une responsabilité politique en matière de natalité et qui aura forcément un impact sur le débat sur l'IVG. Merci Henri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de Corse Matin d'aujourd'hui. Posidonie, côte d'alerte dans le port de Centuri. C'est à la une de Corse Matin. Merci beaucoup Henri Mariani d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet. Merci Philippe Mouillet. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On suivra bien sûr dans cette émission la suite de l'examen du budget de la sécurité sociale. Vous reprenez le texte cet après-midi jusque tard dans la nuit. Merci. Merci. Merci Philippe Mouillet d'avoir été notre invité.